Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, pour ce nouveau numéro de votre émission Le Déclic. Comme vous le savez, Le Déclic, c'est une émission d'analyse de grands changements qui s'opèrent à travers le monde, le bouleversement. Nous faisons des analyses dans le domaine politique, économique, financier même. Donc, toutes les questions internationales, africaines, voire sous-régionales, font objet de débat et d'analyse dans cette émission Le Déclic. Pour ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir dans ce beau cadre de l'hôtel Memling M. Fumutoto Basanga. Il est penseur et écrivain. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons également Léopold Okoma. Il est assistant à l'université de Kinshasa, faculté de droit. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Avec nos deux invités, nous allons parler de la création du Conseil national de transition en République centrafricaine après le renversement du général, le président renversé François Bozizé, et aussi de la validation des élections au Kenya qui consacre Uhuru Kenyatta comme le nouveau président du Kenya. D'entrée de jeu, nous allons commencer avec le Kenya. Uhuru Kenyatta est élu président de la République. Fumutoto, votre réaction, est-ce que avec tout ce qui pèse sur lui au niveau de la justice internationale, va-t-il coopérer? Si oui, comment cela va se passer? Bon, il y a des questions, la justice internationale et les élections au Kenya. Selon la troisième voie sur le porte-parole, il n'existe pas une justice internationale, d'autant plus que les rapports entre les États et les structures qui régissent la communauté internationale sont fondés premièrement sur les rapports des intérêts et deuxièmement sur les rapports de force. Donc, vous pouvez avoir raison, comme vous pouvez avoir tort. Cette raison ou ce tort sera défini par rapport aux intérêts en présence et finalement par rapport aux rapports de force. Je n'ai jamais considéré, moi personnellement, les statuts de Rome et la CPI comme une justice au sens droit du terme. J'ai toujours considéré ça comme la caisse de résonance des hommes ou des officines politiques. Bien sûr, la CPI a été initiée par les ONG de droits de l'homme, à vocation internationale, mais la CPI a déjà été récupérée par les politiciens. Ça, c'est un. De deux, bien sûr, l'article 89 et 100, 90 jusqu'à 100, du statut de Rome parle de défaut de qualité officielle. Ça veut dire que la CPI peut se permettre de poursuivre la personne sans tenir compte de ses qualités officielles, chef de l'État, ministre et consort, ambassadeur, je ne sais pas moi. Mais ça s'est fait où? Ça s'est réalisé où? Parce que si aujourd'hui, en Afrique, on veut être sincère, il n'y a pas de crimes commis par des rebelles ou des personnalités, plus que des crimes commis par des chefs d'État, à 80% d'origine dans les systèmes politiques africains. Qui est ce chef de l'État-là qui a été arrêté, mais pas interpellé? Et surtout que dans le même statut, on dit que les procédures pour arrêter les chefs de l'État doivent aussi tenir compte de l'équilibre et de la stabilité dans le pays et même dans la sous-région. Donc je pense que le président récemment élu au Kenya n'est pas seul. Il est avec aussi des forces internationales qui sont au-dessus et dans la CPI. Et donc, ce qui pourra arriver, selon moi, on n'attribue pas au peuple kenyan la victoire, mais j'attribue la victoire à ce monsieur qui est devenu chef de l'État et à ses alliés. Vous êtes d'avis que Uhuru Kenyatta puisse aller à la CPI comme renseignant, puisqu'il a un mandat de comparution? Il va coopérer avec ses statuts ou il y aura une sorte de résistance, puisque déjà la CPI dit être élu n'exclut aucune poursuite. Merci beaucoup, cher ami, de m'avoir associé à ce débat, à cette émission que j'ai toujours admirée. Je remercie également la chaîne Télé 7 qui a toujours brillé par la ligne éditoriale qu'elle nous présente. Dire que Uhuru Kenyatta va collaborer ou ne va pas collaborer avec la CPI, c'est une question déjà dépassée. D'autant plus que lui-même, le monsieur, le président en fonction, a déjà répondu à cette question. Dans quel sens?
pendant qu'il était encore candidat à l'époque, il disait partout qu'il a l'ambition, la volonté ferme de collaborer avec la CPI. Donc, quant à moi, nous allons les juger au rendez-vous. S'il va collaborer, son droit le plus légitime, sinon. Mais comme mon cher aîné Fumutoto l'a si bel et bien signifié, la problématique de la pertinence de la qualité officielle de l'accusé. Comme vous le savez ainsi bien, l'article 27 du statut de Rome détermine ou pose les jalons selon lesquels les défauts, la non-pertinence voilà, du défaut de la qualité officielle voilà, de l'accusé n'est pas tenue en compte. Et donc, la question qui peut aussi se poser, c'est par rapport à la paix dans les sous-régions et la paix au niveau du Kenya. Comment peut-on mettre en accusation un chef de l'État qui venait fraîchement d'être élu et voir aussi assister également à sa condamnation. Et comme M. René l'a dit, que la CPI est une institution, entre guillemets, politique, du point de vue juridique, je ne vois pas d'emblée, je n'adhère pas à cette affirmation. Dans quel sens? La CPI est une organisation internationale spécialisée. Dans quel sens? Elle est créée par les États, dont les sujets des droits internationaux autres que les organisations internationales. Et la CPI, bien sûr, a un objet et a une personnalité juridique distincte de celle des États. Bien sûr que les États ont une main mise sur la CPI parce que les États financent également le fonctionnement de la CPI. Ce n'est pas tous les États du monde. Il y a quelques États qui ont la même main sur la Cour pénale internationale, quand bien même on dit qu'elle est indépendante. Ça, nous le savons, par exemple. Oui, il y a quelques États qui financent. Mais nous, ici, on parle des États signataires. Ce n'est pas tous les États qui ont signé les statuts de Rome. Les cas, par exemple, des États-Unis, du Rwanda, et j'en passe, voire même le Kenya. Je ne sais pas si le Kenya a ratifié les traités portant création des statuts de Rome. Je ne sais pas. Mais ici, la problématique qui est... que l'on peut épiloguer ici, c'est par rapport au nouvel ordre mondial. Comme vous le savez, tout le monde sait ici que le président américain, c'est un ressortissant kenyan. Mais est-ce que lui va accepter que son pays puisse se brûler et il est normalement sur ce fauteuil? C'est aussi une équation que nous devons résoudre. Mais déjà, Barack Obama se dit il est américain. Donc, je ne vois pas Obama s'intégrer dans les affaires considérées, entre guillemets, purement africaines. Il a beaucoup de charges au niveau des États-Unis qui l'attendent, par exemple. Écoutez, cher ami, moi je pense que nous sommes dans un monde qui est dirigé par la plupart des grandes puissances, qu'on appelle les pays qui siègent dans les conseils de sécurité. Les Américains financent à grande partie le fonctionnement de l'ONU. Et puis, ils ont une mainmise en matière d'économie et finances dans cette organisation. Je pense indirectement. À ce niveau, ça remet aussi en question l'indépendance. Et nous allons juger la CPI par rapport à cette question de la mise en accusation du président qui est fraîchement élu au Kenya. Fumutoto, Uhuru Kenyatta a un mandat de comparution devant la CPI, mais cela n'a pas laissé les Kenyans indifférents pour jeter leur dévolu sur sa modeste personne. Bon, avant de répondre à cette question, je voudrais préciser que la loi américaine, en ce qui concerne la nationalité, n'interdit pas à Obama d'être à la fois kenyan et américain. Parce qu'ils sont pour la plurinationalité. Et Obama n'a jamais caché ses couleurs kenyanes, bien que la gestion de l'Amérique ne peut pas être automatiquement la gestion du Kenya. Oui. Obama témoigne toujours depuis qu'il a été sénateur, ses affinités avec son pays d'origine. Et tous les Américains savent qu'Obama est américain d'origine kenyane. Mais est-ce qu'Obama n'a pas été félicité, Uhuru Kenyatta n'a pas été félicité par Obama?
Est-ce que vous pouvez féliciter un voleur? Est-ce que vous pouvez féliciter un malfaiteur alors que vous êtes le modèle du monde? Est-ce qu'il n'a pas été félicité par le président français? Est-ce qu'on ne lui a pas envoyé des messages de félicitations? Prenez la lecture comparative ou comparée. Quand nous avons terminé nos élections ici en 2011, la délégation nationale et internationale n'était pas présente lors de la prestation de serment de M. Kabila. Pour comme dire qu'ils ne sont pas d'accord de la manière dont il a été élu. Alors, mais après quoi? On lui a envoyé des messages de félicitations et après quoi ils sont en train de collaborer. C'est comme pour vous dire que féliciter, c'est déjà dire main d'association. Et si vous avez la main d'association d'Obama, politiquement par là ou diplomatiquement par là, je ne vois pas comment la CPI peut avoir la même issue sur vous. De plus, il faut savoir qu'il y avait d'abord la CPJ, je crois la Cour pénale internationale de justice, qui avait pour qualité de juger les États. CIJ. Cour internationale de justice. Cour internationale de justice. Parce que j'ai comme l'impression que les gens ont déjà oublié la CIJ. Cour internationale de justice. Qui devait juger, en principe, je ne sais pas si elle a disparu, mais on n'entend plus parler d'elle, juger les États. Or, ce ne sont pas les États comme personnes morales qui commettent des forfaits. Ce sont les représentants des États. Et il a été démontré que c'était difficile qu'on arrête un président qui représente l'État et qu'on le juge au niveau de la CIJ. C'est alors qu'on va créer la CPI pour qu'elle puisse avoir la capacité d'arrêter les individus qui commettent des crimes ou des bavures relevant de ses compétences et les juger. Mais ces individus-là, quand il s'agit du chef de l'État, mais c'est ce type-là aussi qui représente l'État, la nation. Comment l'arrêter? Ça revient aux mêmes faiblesses que la CIJ a démontré. Alors, répondez à ma question. C'est comme pour vous dire que, alors par rapport au peuple kenyan, je voudrais dire à tous qui nous suivent, chers compatriotes, que le leader, le peuple n'a rien. Le peuple ne donne que ce qu'il a reçu de son leader. Si vous trouvez un public conscient, c'est que son élite a été consciente. Si vous trouvez une population déterminée, c'est que ses leaders ont été déterminés. En politique, la masse ne donne que ce que le leader lui a donné. Je vous donne un exemple. Quand nous allons pendant la campagne électorale, nous allons dire quoi? Foumoto a longtemps prêché à la télé, Foumoto suppose qu'il a beaucoup convaincu les gens, et il ne va que récolter le travail qu'il a semé. Donc si aujourd'hui vous trouvez le peuple kenyan debout derrière son élu, c'est seulement pour dire que c'est la force de Uhuru Kenyatta. Ce n'est pas la force du peuple kenyan, non. Le peuple en politique en réalité n'existe pas. Et le terme même peuple là en droit, ce n'est pas ce qu'on pense. Même quand vous dites la démocratie signifie pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Alors qu'ils ne votent que ceux qui ont plus de 18 ans. Est-ce que ceux qui ont moins de 18 ans, les policiers et les militaires ne constituent pas le peuple d'un État? Et les Congolais qui sont en voyage? Non. C'est-à-dire qu'en politique, il y a des termes qu'on utilise. La population kenyane a démontré sa force. Non, non. C'est la force du leader kenyan en collaboration avec ses officines politiques. Et le contraire, si vous trouvez un peuple inconscient, sachez bien que ces leaders sont inconscients. Le cas de la RDC. Donc vous ne croyez pas qu'un sursaut patriotique peut se faire d'un jour comme ça? Le peuple se lève un bon matin et dit non, tu sais, je vote pour tel monsieur, puisqu'on a longtemps souffert. Le peuple n'a aucune possibilité de voter pour quelqu'un qui ne l'a pas excité à agir de cette manière-là. Soit cette personne... Ni de près ni de loin. Non, soit cette personne les excite lui-même personnellement, par sa beauté, par son intelligence, par sa famille, par son nom, par ses actions ou par des personnes interposées qui parlent de lui. Supposons que vous n'êtes pas connu à Kinshasa et que le 26 novembre, tu te trouves des gens présidents de la République, tu ne t'es jamais présenté, on ne te connaît pas. Tu penses que tu auras des gens ne peuvent voter pour un homme que ceux qui les connaissent ou qui ont des affinités avec eux. Or, en politique, quelles sont les relations qu'il y a entre la population et les leaders? Un leader, c'est celui qui a une vision, qui communique cette vision et qui voudrait que les gens s'y adhèrent. Et ce sont ceux qui sont entrés dans sa vision qui votent pour lui. Dans le cas contraire, c'est la tribu. Bon, la tribu aussi est une alliance de connaissances, de relations. Dans le cas contraire, de l'argent. Si quelqu'un vient, il finance, donne l'argent, le peuple va voter parce qu'il a reçu l'argent. Dans tout le cas, selon la troisième voie, ce n'est pas le peuple qui est le souverain primaire. C'est le leader qui est le souverain primaire et le peuple est le souverain secondaire parce que les peuples, on les convainc. Là, vous nous amenez une nouvelle théorie. Maître Léopold, vous êtes d'avis que cette victoire, elle n'est pas celle du peuple kenyan, mais c'est plutôt du leader. Merci beaucoup, cher ami.
vous devez savoir que les théories modernes de démocratie indirecte ont connu une évolution. Et la démocratie, entre guillemets, n'est pas l'élection ou les élections. Les élections, c'est l'un des mécanismes qui concourt, bien sûr, à l'assise, qui donne cadre à la démocratie. Mais ce n'est pas en soi la démocratie. Parce que vous prenez les pays comme la Grande-Bretagne et autres, là où il y a les rois ou la reine. On ne veut pas dire que ces pays-là ne sont pas démocratiques. Non. La victoire d'Ourou Kenyatta, moi je la vois sous également l'approche diachronique ou du moins historique. Dans quel sens? Rassurez-vous que Uhuru Kenyatta, c'est un fils d'un héros national, le tout premier président kenyan. Jomo Kenyatta qui fut son père, qui fut son père bien sûr. Et alors, il a bénéficié de l'aura de son père. Son père a bien travaillé, il a donné sa peau pour le peuple kenyan. Et ce n'est que normal que son fils puisse récolter les bons fruits que son père a semés. Et de l'héritage politique, également, il a hérité de tous les biens de son père. Donc c'est un homme hyper riche. Il a beaucoup d'argent, il a investi dans le média. Et n'oubliez pas également qu'il était vice-premier ministre. Donc il a été dans le système qui vient de se passer avec Raila Odinga et l'ancien président qui est déjà sorti. Et je vois dans ce sens, ce n'est pas directement un signal fort de la démocratie, parce que nous devons également, comme je l'ai dit tantôt, voir et juger ce système qui vient de naître. Parce qu'en 2000, les précédentes élections ont démontré que le Kenya n'était pas encore sur la voie de la démocratie. Et n'oubliez pas également que comme le président américain est ressortissant de ce pays, je vois mal comment les gens vont aller à l'encontre de la réalité mondiale. C'est l'homme le plus fort de la planète, le président Obama. Il est ressortissant du Kenya. Donc, rassurez-vous que toutes ces péripéties entrent en ligne de compte. Donc, une fois, peut-être que l'un ou l'autre allait à l'encontre de la volonté du peuple, rassurez-vous que ce monsieur ne verrait pas son pays ou son peuple mourir, le pays de son père, être brûlé pour assister en complice. Mais si vous ne croyez pas à un progrès démocratique au Kenya par rapport à ces dernières élections, est-ce qu'on parlerait par exemple des signaux forts que cette population a lancé à l'endroit de la communauté internationale, puisque si Obama n'était peut-être pas ressortissant du Kenya, ou que tout ce que nous savons de manœuvre au niveau de la gestion de l'appareil judiciaire international, ça compliquerait les choses pour que Uhuru Kenyatta soit devant les juges internationaux. Est-ce un signal fort? Le signal, j'ai du mal à comprendre le sens du signal que le peuple a donné. Comme le grand frère. Non, mais oui, mais puisque si par exemple, oui, quelqu'un qui est mis en cause oui, dans une affaire de vol ou de viol ou de crime contre l'humanité, oui, mais quelqu'un comme ça, il peut tout de suite être vomi par la population. oui. Mais ce n'est pas le cas. Il est élu. Il est élu, voilà. C'est ça que je venais de vous dire tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a bénéficié de l'héritage politique, héritage patrimonial de son père. C'est quelqu'un qui a de l'argent, il a de l'influence, il a investi dans le média. C'est quelqu'un qui s'est préparé depuis longtemps, depuis le ventre de sa mère, parce qu'il est né pendant que son père était au pouvoir. Et je voulais également vous dire que la CPI est une juridiction subsidiaire aux juridictions locales. Si les juridictions kenyanes démontrent de la bonne foi et les moyens également suffisants qu'ils vont juger leur président, eh bien la CPI, bien qu'elle se trouverait dans une impasse, mais du moins, elle va obtempérer parce qu'elle ne peut pas dire que transférez-moi ce monsieur tant que les juridictions internes disent que nous sommes compétentes pour les juger. Les cas, par exemple, en Libye, où le fils de Muammar Kadhafi, Salif Islam, est poursuivi et recherché par la CPI et que les juridictions libyennes voient qu'elles sont compétentes pour les juger. Et à ce moment, les juridictions locales sont
sont préférés par rapport à la CPI. Donc la CPI n'est là que pour collaborer avec le système judiciaire local. Vous répondez à la même question. Est-ce que l'élection de Uhuru Kenyatta est un signal du peuple kenyan face au monde? Pour dire que non, écoutez, tout ce que vous pouvez dire, nous, on veut cet homme pour diriger aux destinées de notre bien. Monsieur le journaliste, le 7 avril passé, nous avons réfléchi sur la renaissance du Congo au cœur de l'Afrique et du monde. Et nous avons trouvé 3 sous-thèmes: menaces, opportunités et action collective contre l'occupation et la balkanisation. Et nous avons démontré que la naissance du Congo en 1885, en 1808 et en 1960 est mal partie et le Congo s'est mort-né. C'est parce ça c'est un autre débat. Non, je suis là, je reviens là-bas. C'est là où... Non, je suis là, je vais répondre à la question. C'est là où les Africains ne veulent pas comprendre. On n'a pas d'abord besoin d'un peuple mûr. On a d'abord besoin de leaders mûrs et conscients pour le développement de leur peuple. Celui qui a créé la caméra n'avait pas besoin du peuple, mais il a répondu par son ingéniosité aux problèmes du peuple. Mon confrère vous a bien dit ce que je voulais vous dire au départ, que Jomo Kenyatta ne sort pas du néant. Uhuru Kenyatta ne sort pas du néant. Son père a bien géré ses peuples. Il sort d'un grand nom politique. Il a beaucoup de moyens. Et il a géré dans le régime qui le précède. C'est lui qui est fort. Et il a contaminé sa force à sa population. Les pauvres. Les pauvres. C'est lui qui a imprimé les espérances de sa population. Ce que l'Afrique cherche, ce n'est pas un peuple conscient. Ce que l'Afrique cherche sont des leaders conscients, forts, charismatiques, mais pour la réponse aux problèmes de leur population, avec ou sans élection. Mais mon frère, vous a dit ce que nous sommes dit au départ avant l'émission, que il ne faut pas confondre les élections et la démocratie. Pourquoi? On peut trouver la démocratie là où il n'y a pas élection du président. On peut aussi trouver élection du président là où il n'y a pas de démocratie. Donc nous disons que ce n'est pas le peuple qui a donné un signal fort. C'est le leader avec son peuple. En ce moment, nous pouvons reconnaître le peuple en ce qu'on lié pour avoir écouté l'appel de son leader. Donc il faut d'abord remettre cette victoire à ce monsieur et ensuite à sa population. Parce que lui peut façonner sa population, mais il est difficile à une population de façonner un leader. Et le mot leader veut dire quoi? Canalisateur des espérances, de la voix, et c'est celui-là qui est le super-homme qui fait l'objet de nos analyses. Donc selon nous, M. Odinga M. Uhuru Kenyatta a compris les signes de temps. Et il a dit qu'avoir ses mains assises dans les officines internationales et diplomatiques, sans avoir l'ancrage dans sa population, il va échouer. Et c'est ça aussi l'erreur des politiciens africains. Il y en a qui pensent qu'il suffit d'avoir des soutiens de la communauté internationale, c'est fini. Alors que la meilleure façon d'être stable au pouvoir, c'est à la fois d'avoir des assises au niveau de la diplomatie et de la communauté internationale, et surtout l'ancrage de votre façon de voir les choses dans votre population. Et c'est ça le seul moyen d'être stable. Nelson Mandela, c'est la même chose. Le monsieur, je crois qu'il sait cette voie. Comme maintenant, il a la chance d'être élu chef de l'État. S'il sauvait encore davantage, à l'instar de son père, ce peuple-là, je vous assure, quand le peuple a crié à son chef, même si vous le diabolisez, vous n'obtiendrez jamais sa soumission. Et il y a beaucoup de gens qui disent, nous allons faire Tunisie. Ils ne comprennent pas que ce n'est pas la masse qui a façonné ce qui s'est passé en Tunisie. Ce sont des leaders qui ont formé leur masse. Et si aujourd'hui nous voulons qu'il y ait un Congo nouveau, nous devons être des leaders capables d'être bien à notre population. Et en retour, la population doit nous donner sa fidélité et sa soumission. Ok, d'accord. Est-ce que, puisque là apparemment vous paraissez un peu pessimiste du point de vue du progrès démocratique, la sportivité avec laquelle Raila Odinga a accepté les résultats publiés par leur commission électorale indépendante et au niveau de la Cour suprême, est-ce qu'on peut aussi le classer parmi ou au nombre de ce leader-là qui s'enregistrent ou qui s'inscrivent déjà sur le pas du progrès démocratique? Là, je crois que la réponse à cette question va maintenant nous concilier ou réconcilier avec vous. Alors c'est là nous disons que le progrès ou la réussite électorale
n'est pas forcément une réussite démocratique. Et voici la petite différence. La démocratie est définie par deux prépositions, l'origine et la finalité du pouvoir. Pouvoir par le peuple, là on parle des élections, mais la finalité, pouvoir pour le peuple. On peut exercer le pouvoir en faveur du peuple sans que celui-ci ne provienne des élections. Le Japon est hyper développé, vous n'allez pas nier, mais c'est un empire. La Grande-Bretagne, comme mon frère l'a souligné ici, est développée, c'est un pays démocratique. On n'élit pas le chef de l'État. Donc les Africains veulent nous berner dans une ignorance selon laquelle, comme il y a eu des élections, il y a une démocratie. Non, non. Pour qu'il y ait démocratie, il faut que le pouvoir soit issu du peuple et exercé en faveur du peuple. Là, on est dans la démocratie. Mais pour qu'il y ait de bonnes élections, il faut que le système électoral garantisse la transparence et que les résultats proclamés soient acceptés par ceux qui ont concouru à ces élections. Dans ce cas, nous disons, comme le perdant a accepté, alors nous disons que c'est bien passé. Mais non, les perdants aussi, on peut les corrompre. Il faudra encore que nous puissions préciser et vérifier les contenus de la loi électorale, la marche électorale et l'intervention de la Cour suprême de justice. Je ne sais pas s'ils sont de la même manière que nous pouvons apprécier que les élections s'étaient bien passées là. Mais si nous disons seulement parce que les perdants ont accepté, donc c'est bien passé, c'est là l'erreur de l'Afrique. Nous sommes superficiels, nous ne voulons pas approfondir les questions. Enfin, nous disons ceci. Si le Messie accepte la victoire de l'autre et que l'autre ne va pas bien gérer, alors que le peuple avait bien voté en attendant la réponse à sa question. Donc finalement, 5 ans après, si le peuple ne se retrouve pas, donc il n'y a pas eu de bonnes élections parce que le peuple vote pour son honneur et non pour son malheur. Monsieur Okoma, votre réaction rapidement? Écoutez, cher ami, nous devons comprendre comment les États dans la sphère internationale marchent. Dire que, par rapport à votre question, si Raila Odinga a lancé un signal fort de la maturité, c'est ça, entre autres, votre question. Les grands frères Fumutoro venaient de vous dire tout à l'heure que les peuples n'est peuple que ceux qui représentent leurs dirigeants. Donc c'est du discours, une allocution qui a été tenue par le candidat, le challenger à Uhuru Kenyatta, Raila Odinga. Cela également signifie que le peuple, voire même lui, le candidat Odinga, a compris la réalité ou les réalités internationales. Son challenger direct qui est élu président est poursuivi par la CPI. Il suffisait tout simplement que lui donne un discours autre que celui de la paix. Et donc, on tomberait également sur lui. Parce que, rappelez-vous, que lui, sa base en 2000, je crois bien 2006 ou 2005, lors des précédentes élections, lui aussi était poursuivi. Mais ce que je vais aussi signaler ici par rapport aux poursuites du président Uhuru Kenyatta, la CPI venait, je crois bien 2 ou 3 mois, d'innocenter, par faute de preuves, les principaux co-auteurs ou complices du président Odinga. Cela remet aussi en cause les poursuites éventuelles que la CPI émet vis-à-vis du président élu. Vous comprenez? Et dans ce sens, moi je pense que de la bonne équité internationale, il serait normal que le président Kenyatta, oui, Uhuru bien sûr, puisse bénéficier également du même sort que son complice. Parce que comment on peut comprendre, nous sommes poursuivis pour les mêmes faits qui sont commis à une certaine époque, à une société déterminée, à un peuple bien visé. L'un est acquitté et moi je demeure poursuivi. Et je suis le président, je représente le pays. C'est l'institution numéro 1. Le président de la République, comme chez nous ici, le président est une institution. Vous comprenez comment on peut toucher à la paix, non seulement nationale et internationale. Je voulais également renchérir sur cette question que la CPI n'est pas à son premier cas de poursuivre un président en fonction. Rappelez-vous qu'en face ici, Omar Béchir, au Soudan, il est aussi poursuivi. C'est un président en fonction. Mais cette question de l'opportunité, l'endroit où vous pouvez commettre une infraction, mais est-ce qu'il est opportun, les moments de poursuivre cette personne pour la paix internationale et interne? Même le chef de l'État ici chez nous, ils sont, le président de la République, le premier, sont poursuivables devant la Cour constitutionnelle. Mais pour des raisons de quiétude sociale, de quiétude étatique, est-ce qu'il y a opportunité de poursuite? C'est pourquoi il y a tout un mécanisme pour
poursuivre ces personnalités-là pourvues des charges publiques. Ok, d'accord, merci. Nous évoluons, nous sommes pratiquement aux dernières minutes de notre émission de ce soir. Nous allons parler de la République centrafricaine. François Bozizé est renversé, c'est la CLK qui prend les choses et rassure la population et la communauté internationale de poursuivre dans la même logique par rapport aux accords de Libreville. Mais la semaine dernière, vous le savez, les chefs d'État ont siégé pour demander à ce qu'il y ait une brève transition de 18 mois. On a créé un Conseil national de transition. Est-ce que... Comment cela va se passer, Fumutoto? Mais c'est là le problème. Mais bien avant de donner réponse à cette question, il y a encore une incise. J'ai oublié de dire que ce n'est pas parce qu'on contexte les élections qu'on a raison. Parce qu'en Afrique, on a que réellement les élections s'est mal déroulées. Parce que nous avons aussi un comportement de ne pas assumer ces échecs. Parce que le perdant a accepté que les élections étaient bien passées. J'ai cité le cas de 2006. Mais ce n'est pas parce que les perdants a contesté que réellement les élections sont mal passées. Moi, je pense que les élections bien pensées, ce sont les élections qui sont avec ou sans contestation, mais qu'on peut vérifier la rigueur par rapport à la loi électorale, à la Constitution et à la démarche électorale du début jusqu'à la fin. Ok, merci. Nous sommes en République centrafricaine maintenant. En République centrafricaine, moi je me pose des questions, mille questions. Est-ce que les chefs d'État africains sont des hommes comme nous? Est-ce que nous les Africains, nous sommes des hommes comme les Blancs? Sommes-nous pas des semi-bantous ou des sous-hommes? Est-ce que l'homme noir n'est pas comme le diable? Si le diable existait, est-ce qu'il n'est pas notre semblable? Et alors en réponse? En réponse, j'ai dit, les chefs d'État se réunissent, ils disent, ils ne peuvent pas légitimer l'homme fort qui a pris le pouvoir, suspendu la Constitution, suspendu la loi, qui va agir par ordonnance. C'est inacceptable. Mais lorsqu'il propose une transition de 18 ans, qui sera à la tête? 18 mois. 18 mois, qui sera à la tête? Il vient de le légitimer. Ouais? Parce que quand vous dites qu'il doit être là 18 mois à la tête, mais comme qui? Comme chef de l'État. Et au cours de ces... les 98 membres qui vont constituer ce conseil vont élire. Ils doivent rédiger une constitution qu'ils vont devoir soumettre au référendum à la population. D'abord, il faut dire que ces chefs-là ne l'ont pas contesté. Ils l'ont accepté. Mais pour éviter de froisser le général déchu aussi, ils ont dit, nous ne les légitimons pas. Mais dans le fait, ils l'ont légitimé parce qu'ils reconnaissent la capacité de conduire après un coup d'État pendant 18 mois. Donc, que les chefs d'État ne puissent pas nous distraire. C'est la première chose. La deuxième chose, mais j'ai toujours entendu parler de ces mots-là. Il faut un parlement qui sera composé de toutes les forces vives de la nation, y compris la société civile. Mais c'est malhonnête chez les Africains. La société civile, elle s'est dit apolitique. Mais comment elle peut, au cours d'un débat politique, entrer dans les institutions purement politiques? Parce que, d'après le contrat social, il y a combien d'institutions dans un État? 3. En termes de pouvoir, il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Les pouvoirs législatifs et les pouvoirs exécutifs sont toujours politiques. Je ne vois pas quelqu'un qui va me contredire. Alors, comment quelqu'un qui a créé une structure sociale, qui ne s'insère pas dans la logique des partis politiques, puisse se retrouver dans un parlement, alors que le parlement, c'est un organe essentiellement politique? Mais les questions politiques traitent également des questions sociales, puisque... Justement, mais c'est ça le problème. La politique gère même le droit, non, même la... Je vais arriver. En réalité, dans le sens plein du terme, on n'oppose pas les mots civils à la politique. Parce que la politique elle-même fait partie de la société civile, en réalité. Parce que lorsqu'on dit ingénieur de génie civil, ce n'est pas l'opposition à l'ingénieur militaire. Quand on dit mariage civil, la politique n'intervient pas. On le célèbre devant quoi? Chez nous ici, on nous a dit que et civil, ce qui est opposé à la politique. Société civile, ça veut dire les associations, les organismes et les personnalités qui ne luttent pas pour avoir et exercer le pouvoir politique. Alors comment on peut accepter qu'ils entrent dans les institutions politiques? Non. Moi je crois qu'autour d'une conférence nationale, on peut intégrer tout le monde. Mais lorsqu'il s'agit des institutions politiques, il faut qu'elles soient gérées par les animateurs ou les opérateurs politiques. Okay. Et c'est ça la confusion et la tricherie. Nous avons connu combien de personnalités ici politiques
au Congo qui se sont dit de la société civile et qui sont devenus des ministres. Ok, d'accord. Il faut continuer à tricher de cette manière-là. Monsieur Okoma, la RCA se retrouve devant deux textes déjà. Il y a les accords de Libreville qui fixent la transition à 3 ans et il y a les conclusions du sommet des chefs d'État qui s'est tenu dernièrement au Tchad, qui parle de 18 mois. Comment est-ce que ce n'est pas une façon de demander à Michel Adjotodia de gérer le pays, comme l'a si bien souligné Fumutoto, rapidement? L'Union africaine est en train de se contredire. D'un côté, on dit qu'on ne peut pas collaborer avec un putschiste. De l'autre, on dit non, nous l'acceptons pour une durée de 18 mois. Hein, c'est une contradiction, cher ami. Et ça, c'est du déjà connu, du déjà entendu. Nous sommes africains. Ok, d'accord. On va prendre la dernière question, puisque là... Est-ce que je peux chuter? Vous allez chuter, vous aurez un dernier mot. Michel Adjotodia appelle la France pour qu'elle puisse s'occuper de la formation de forces armées de la République centrafricaine. Est-ce que ce n'est pas une façon de séduire l'Hexagone pour qu'on lui prête main forte et qu'il gère librement la RCA? Mais c'est ça la question de l'Afrique. Nous avons toujours dit que la guerre ne fait pas la politique. Mais ça peut être un moyen pour arriver à un espace politique, mais ça ne résout pas les problèmes. Mais comment avez-vous fait une rébellion sans avoir une vision sur l'armée et affecter les moyens pour la formation de l'armée selon votre vision? Ça c'est un. Mais il a détrôné un général rebelle, chef de l'État. Ça veut dire que si lui se comporte de la même manière, il verra aussi un autre général. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Et même la plupart des chefs d'État qui ont siégé là, mais ce sont des hommes forts qui sont arrivés au pouvoir s'autoproclamant ou à la suite des coups d'État. Comptez les nombres qui sont là. Donc les Africains, c'est pourquoi moi je me pose la question, est-ce que nous comprenons ou bien ils comprennent et nous ne comprenons pas? Le problème est quand il appelle la France. Mais il ne faut pas penser qu'une rébellion peut travailler seule et renverser un régime en place sans des arrière-bases dans les pays voisins où l'on était. Non, non, on ne peut pas devenir président de la République dans les pays du tiers-monde, même si on est aimé à 95% par sa population et qu'on n'a pas des assises diplomatiques internationales, vous ne le devenez pas. Je pense qu'il nous montre par quelle voie il est arrivé au pouvoir. Oui. Et je crois que c'est toujours de cette voie-là que Bozizé est arrivé au pouvoir. Oui. Et c'est toujours par là qu'il est parti. Ce n'est pas ça le problème. Chers dirigeants africains, mais notre continent, notre peuple, à quand notre humanité, à quand notre spiritualité, à quand notre personnalité? Parce qu'au moins jusqu'ici, nous sommes des animaux. Monsieur Okoma, en 30 secondes, votre dernier mot. Oui, mon dernier mot est le suivant. Il y a un principe, ou du moins, la Bible a toujours dit « Qui tue pas l'épée, périra pas l'épée ». Bozizé, le président ex-président centrafricain, est arrivé au pouvoir par l'épée, il est sorti par l'épée. C'est-à-dire que même celui qui est arrivé, je crois bien que les corps diplomatiques sont ici, ils nous écoutent. Il doit être entouré de bons collaborateurs, pas les gens qui sont là pour caresser dans le sens du poil. Les gens qui sont là seulement pour voir, non, notre tante est là, elle doit aussi travailler, les cousins, tout ça. Mais le pouvoir, on les prépare. Le pouvoir, avant d'arriver au pouvoir, il faut d'abord avoir une vision, un cahier de charges. Ce n'est pas déjà dans le pouvoir et vous commencez à inviter les Français, à inviter les Américains et les Centrafricains, plutôt les Sud-Africains, pour venir à la rescousse, sur le plan soit militaire, financier et autres. Et je chute en disant, cher ami, que nous sommes habitués dans ce continent à des revisitations, à des coups d'État et pour nous, l'élite intellectuelle, la jeunesse que nous sommes et que nous incarnons, nous devons également avoir un discours et avoir un point de vue qui est différent de celui que les communs de mortels ont. C'est-à-dire le point de vue de la violence est comme moyen possible pour arriver au pouvoir, ou la violence ou la rébellion comme moyen pour être écouté. Et voir, mais les dirigeants politiques doivent également comprendre que seul le dialogue ou la voie de concertation peut sauver notre continent ou ce pays. Voilà. En tout cas, merci. Nous remercions Fumutoto Basanga. Il est penseur et écrivain.
Monsieur Léopold Okoma, il est avocat et assistant à l'Université de Kinshasa, faculté de droit. Mesdames et messieurs, nous disons merci également à l'hôtel Memling qui nous a offert ce beau cadre qui vous diffuse en direct de cet hôtel, je voulais dire. Cette émission, Le Déclic en tout cas, prenez rendez-vous avec nous prochainement pour un nouveau numéro. Et quant à moi, je vous dis bonsoir chez vous.